Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Nicolas Caron, auteur, conférencier, grand expert de la vente. Bonjour Nicolas. Bonjour Roland, bonjour Pablo, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un événement important, la sortie de ton huitième ouvrage, Lève-toi et prospecte, après l'extraordinaire succès de Lève-toi et vends. Avant de commencer cet entretien, tout d'abord, vous êtes formidable. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, vous êtes 392 inscrits à cette édition des masterclass de l'excellence commerciale. Et la semaine dernière, nous avons parlé avec Nathalie Estella, qui est prof à l'ESCP, du leadership de transformation. Elle nous a parlé de symétrie des attentions, elle nous a parlé d'approche systémique, elle nous a parlé de scénariser et de visualiser les transformations avec ses équipes, un entretien que je vous encourage à voir en replay sur YouTube et également maintenant en podcast sur les principales plateformes, dont Spotify, puisque toutes les masterclass sont progressivement encodées en podcast. Rapide page de publicité. Qui sommes-nous? Incentive, c'est un éditeur logiciel français. Nous sommes basés à Paris. Les organisations commerciales ont besoin de nouveaux outils pour réenchanter l'expérience d'un réseau commercial. Alors, réenchanter l'expérience d'un réseau commercial, ça veut dire digitaliser l'expérience collaborateur de bout en bout, depuis l'onboarding, la formation, l'animation de la performance, l'évaluation et le coaching au quotidien. Digitaliser l'ensemble de l'expérience collaborateur, ça permet de récupérer de la data. Et avec la data, on peut prendre les bonnes décisions. Et en prenant les bonnes décisions, on va réenchanter l'expérience du réseau commercial. L'idée, c'est en recréant cette nouvelle expérience, c'est bien sûr de profiter de la vie. Je me souviens d'une prière de Mère Teresa qui dit la vie est un jeu, joue-le. Eh bien, avec votre organisation, nous vous engageons à, jouer ce jeu. Incentive a contribué à 320 millions d'euros de croissance additionnelle supplémentaire pour ses clients. Nous avons des clients maintenant dans une vingtaine de pays, dans 9 langues. Maintenant, place au grand témoin du jour. Le grand témoin du jour, c'est bien sûr c'est toi, Nicolas. Nicolas, qu'est-ce qui t'a poussé à créer à écrire ce livre, puisque créer un livre, c'est un événement particulièrement important. C'est un ouvrage, une œuvre qui prend du temps. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre, Lève-toi et prospecte? Euh, Écoute, au moins deux choses. La première, c'est le succès de Lève-toi et vends, le livre précédent. En fait, c'était le septième, je crois, et j'ai jamais eu d'ouvrage qui ait eu autant de succès. Et pour moi, le succès, c'est pas tant le nombre d'exemplaires vendus que les réactions des gens. Enfin, je veux dire, des gens sont d'une gentillesse avec moi, je n'en reviens pas. Vraiment, mais c'est un plaisir dingue de recevoir à la fois des messages, des commentaires sur ma zone, mais aussi beaucoup de messages directs sur LinkedIn très régulièrement. Mais vraiment, j'en ai encore eu un ce matin sur Lève-toi et vends, où les gens me disent le bonheur qu'ils ont eu à lire ce livre et ce que ça leur a apporté, surtout dans l'état d'esprit. Donc vraiment, c'est un bonheur dingue. Et puis quand tu prends du plaisir dans quelque chose, tu te dis, bah, pourvu que ça dure. Donc je me dis, bon allez, je continue. Et donc après, la décision a été de prendre sur quel sujet. Et la prospection, j'ai hésité parce que c'est un sujet qui m'apparaissait à moi aussi un peu délicat à expliciter. Puis je me suis dit, justement, parce que c'est délicat, parce que c'est jugé comme quelque chose de complexe, j'ai m'y attelé. Et puis, faut bien dire que sur le marché français des ouvrages commerciaux, à ma connaissance, il n'y avait pas grand-chose, pas beaucoup d'ouvrages très spécialisés sur le sujet, uniquement concentrés sur la prospection. Donc l'un et l'autre, ben voilà, je m'y suis mis. J'ai commencé dans le confinement l'année dernière.
tous les jours, je m'enfermais 2 heures dans le bureau sans sortir avant d'avoir écrit 800 mots. Et puis voilà, 6 mois après, c'était terminé. Je t'entends plus. Ouais. Je ne t'entends On aime travailler, on aime avancer sur des sujets positifs. Et c'est vrai que dans beaucoup d'organisations commerciales, le sujet de la prospection, c'est un sujet qui pique. Hein. C'est un sujet qui fait un peu mal, où il y a beaucoup de controverses. Les gens voient beaucoup de turnover dans les équipes de SDR ou de BDR. Finalement, est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes de ton bouquin, l'architecture, le déroulé de ton bouquin? Avec plaisir. Alors, écoute, je me suis appuyé sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que partout où je suis allé, dans toutes les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé et dans lesquelles je suis intervenu, je vois bien que les gens se font des nœuds dans la tête, mais de façon incroyable. Que ce soit des grands consultants Bac+12 ou des jeunes commerciaux d'autres secteurs, à chaque fois, la prospection est jugée comme quelque chose de difficile. Donc, alors, je me suis mis 2 objectifs pour écrire le bouquin. Premier objectif, c'était de rester dans la zone d'influence du lecteur. C'est-à-dire que je me suis interdit de parler de méthodes d'inbound marketing, de growth hacking, de marketing automation, tout ça. Tout ça, c'est très très bien. Mais il y a certains lecteurs qui n'ont pas tout ça et qui doivent se débrouiller tout seuls. Donc, tout ce qui est dans le livre peut être mis en œuvre par chacun dans sa zone d'influence, ce qu'on appelle la zone d'influence. Deuxième contrainte ou deuxième objectif que je me suis fixé, c'est d'être le plus simple possible. Je vais essayer de ne pas être simpliste, mais d'être le plus simple possible pour simplifier la complexité. Donc ça, c'est vraiment un objectif et tous les chapitres, et j'ai réécrit et réécrit. Quand tu crois que c'est fini, c'est jamais fini. J'ai eu 15 relectures et 15 réécritures avant de le publier pour qu'à chaque fois, ça soit le plus limpide possible. Bon, une fois que j'ai dit ça, après, comment j'ai construit le bouquin? En fait, j'ai construit autour de trois idées clés. Enfin, c'est pas très compliqué. Hein. Pour prospecter, il faut rencontrer de nouvelles personnes, identifier le potentiel, proposer son offre. C'est ça, c'est pas SpaceX, on n'envoie pas une fusée sur nous. Donc, le bouquin est construit de la façon suivante. Il y a 3 parties. Alors, j'ai fait une métaphore autour d'un truc que j'ai appelé la distillide. Une espèce comment dirais-je, une espèce de... Peut-être que tu peux montrer si tu as le bouquin, ça illustrera peut-être les... Je vais peut-être le montrer, comme ça permettra d'étayer mon discours. Voilà. Je ne sais pas si les gens voient, une petite usine voilà, c'est beaucoup plus simple. Voilà. En fait, ça va être inspiré, j'ai fait la copée au Venezuela. Moi, j'étais dans une usine sucrière et le matin, je voyais les camions de canne à sucre qui arrivaient et puis le soir, sortir un paquet de sucre. Je me dis, mais c'est ça, il faut que j'arrive à faire ça. Et en fait, la distillide, c'est l'architecture du bouquin. Première étape, c'est d'abord de récolter des nouveaux premiers contacts. Des nouveaux premiers contacts, c'est-à-dire des gens qu'on n'a jamais rencontrés. Et finalement, c'est un peu ça aussi, quand même, le job du commercial, c'est d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Donc, je passe en revue un certain nombre de moyens qui sont à la disposition des gens, et surtout la façon de les optimiser, comment capitaliser sur toutes les opportunités qui se présentent, que ce soit un petit déjeuner professionnel, un cocktail, un salon professionnel, une demande de recommandation, la gestion d'une insatisfaction, enfin, toutes les opportunités, un voyage dans le train, tout ce qui peut être fait si on décide de ne pas être plongé dans son téléphone sans arrêt, de lever un peu le nez et d'essayer d'optimiser les opportunités, de faire vraiment du commerce, quoi, d'être au contact permanent. Donc, ça, c'est toute la première partie. Et puis aussi, réseaux sociaux, évidemment, je le mets en dernier, mais évidemment, j'ai parlé de ça. Et toute cette première partie, c'est donc comment générer des nouveaux premiers contacts. Et puis ces premiers contacts, une fois que je les ai, je ne saute pas à la gorge immédiatement, je n'essaie pas de faire appuyer sur le carbone immédiatement, je les mets dans ma cuve à livre. Et ma cuve à livre qui est sous vos yeux, c'est quoi? C'est une image pour entretenir tous ces premiers contacts. Tu sais, on a tous, je suis sûr que ça t'est arrivé à toi aussi, rencontrer des gens un jour, super potentiels, on discute avec eux, et puis après, le temps passe, on oublie, et puis on n'a plus de proximité avec eux. Donc l'idée, c'est comment rester dans le paysage, comment garder cette proximité. Et alors, j'ai fait quelque chose de hautement intellectuel dans l'ouvrage, j'ai décrit l'art du touillage, n'est-ce pas? Donc dans le bouquin, il y a des images avec le gars qui touille légèrement, et donc il y a un touillage léger pour les leads qui sont presque mûrs et qu'il suffit de cueillir enfin les premiers contacts qui sont presque mûrs et qu'il suffit de cueillir pour les transformer en leads, et puis les premiers contacts qui sont à mes yeux des bons potentiels, mais qui sont un peu au fond de la cuve, il faut aller les chercher, c'est un touillage un peu plus profond. Et selon les méthodes, selon les cas, il y a des méthodes un peu plus denses,
Donc, on démarre par le touillage léger avec quelques messages de temps en temps, jusqu'à l'appel téléphonique pour prendre rendez-vous en direct, ou le mail très bien ciblé, ou encore l'email vidéo. Voilà, donc je passe en revue dans la deuxième partie toute une série d'actions possibles pour transformer petit à petit ces premiers contacts en leads. Et puis enfin, la troisième partie, c'est la transformation qui va, je l'espère, aller dans la caisse à contrat qu'on voit là. Et la transformation, c'est quoi? C'est à partir du moment où on a ce premier rendez-vous un peu formel, un peu plus formel que ce qui a été jusqu'à présent. C'est le tout premier entretien un peu plus formel avec son prospect, son lead, et on va essayer de le transformer en contrat. Et donc, j'ai traité 3 sujets. Le premier rendez-vous en face à face, le tout premier rendez-vous, comment est-ce que je génère la confiance, quelle posture j'adopte, comment je donne envie de travailler avec moi, comment je convainc d'aller plus loin. Et j'ai fait la même chose avec le premier entretien, mais en visio. Donc, évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de tout ça. Et donc, j'ai repris, et on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont valables dans le face-à-face, qui sont valables en visio également. Et j'ai rajouté quelques nuances sur la visio. Puis enfin, je termine par un dernier chapitre, c'est sur la gestion des leads entrants, parce que si on fait bien tout ce que je viens de dire, évidemment, les gens qu'on rencontre sont satisfaits, sont intrigués, on parle autour d'eux, et tu génères des leads entrants fatalement. Et les leads entrants, je donnais 2-3 trucs aussi pour les traiter de la meilleure façon possible. Voilà la philosophie de l'ouvrage en grande ligne. Je sais pas, tu l'as lu, donc j'espère que je suis Alors, fidèle. est-ce qu'on peut rentrer peut-être dans le concret pour nos auditeurs et peut-être autour de la deuxième partie, hein, transformer les contacts en leads, la récolte des premiers contacts. Il y a maintenant plein d'outils. Et ce que j'adore dans ton bouquin, c'est que tu te focalises pas sur les outils, tu te focalises vraiment sur l'état d'esprit, la méthodologie, finalement le rôle du manager, quoi, le rôle du manager qui est d'insuffler ce désir d'aller chercher, d'aller retrouver de la conquête, d'aller retrouver des nouveaux contacts. Et du coup, cette deuxième partie, elle est particulièrement pertinente pour beaucoup de nos auditeurs qui se disent finalement transformer mes contacts en leads. Ok, j'ai des contacts, j'ai des leads, et souvent j'ai mes commerciaux qui me disent tes leads ils sont pas qui disent au marketing tes leads sont pas de bonne qualité, et puis il y a le marketing qui dit les commerciaux ils rappellent jamais mes leads, et on est dans ce conflit où chacun se renvoie la balle, et au final le client qui a envie il se retrouve entre les deux, assez peu rappelé. Peut-être qu'on peut, si ça te va, faire un focus sur ton chapitre 7, la décroche enfin ton téléphone, autour de la préparation des séances d'appel. Tu as un framework que tu appelles le script. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour donner un peu de matière à ceux qui nous écoutent autour de ce grand challenge qui est se plonger dans l'inconnu, décrocher son téléphone, et puis de temps en temps on se prend une porte. Mais quels seraient tes conseils pour les managers et les directeurs commerciaux qui nous écoutent pour retrouver cette envie de décrocher son téléphone et Alors, être efficace? ouais. Alors, je ne vais pas me lancer dans les conseils, je ne vais pas décrire la méthode script parce que je pense qu'il faut avoir, ça mérite un peu plus de temps sur les choses, mais là encore, je pense que c'est surtout une question d'état d'esprit. Il y a beaucoup de gens qui se disent ah oui, mais le téléphone, ça ne marche pas, j'arriverai pas à décrocher. En fait, ils confondent mal faire les choses avec ça ne marche pas. Première chose. Deuxième chose, les gens qui se disent ah oui, mais les gens, ils n'aiment pas qu'on les appelle. Les dirigeants, ils n'aiment pas qu'on leur téléphone. C'est faux. Ce que les dirigeants n'aiment pas, c'est qu'on les appelle pour du bullshit. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'on les appelle pour rien leur dire de nouveau. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'on les appelle comme par hasard. Et on se demande pourquoi le gars m'appelle. Enfin, on a tous, toi comme tous les gens qui nous écoutent, reçu des appels où le gars, tu poses une question pour savoir s'il est identifié dans quel secteur tu travaillais, et c'est le néant. C'est insupportable. Et moi qui suis plutôt sympa avec les commerciaux qui m'appellent, je t'assure que quand le gars m'appelle, j'ai l'impression qu'il débarque complètement, qu'il me dit mais je crois que vous travaillez dans la com, mais au revoir, quoi. Je perds mon temps. Donc, c'est surtout une question d'état d'esprit, de préparation, et c'est de distinguer, à mon avis, pour le coup, les nombres de la qualité. Je pense qu'il vaut mieux appeler moins, mais bien. Et encore mieux, il faut mieux appeler moins après avoir fait quelques touillages, ce qui rend l'appel beaucoup plus facile parce que tu es déjà un petit peu identifié et beaucoup plus productif.
Et évidemment, ce qui peut être décourageant, c'est d'appeler des listes un par un sans avoir aucune accroche valable, voilà. Et puis après, au-delà des méthodes, tu vois, je ne veux pas rentrer dans les méthodes, mais l'état d'esprit, c'est aussi être absolument convaincu du bienfait de son offre et de sa valeur ajoutée. Moi, j'ai souvent lutté avec des stagiaires à l'époque où les gens se disent oui, mais je vais te déranger, c'est pas sûr. Parce que le gars, il n'est pas convaincu qu'il a une valeur ajoutée. Si tu es absolument convaincu et que tu es centré sur ce que tu apportes à ton client, c'est quand même beaucoup plus simple. Si tu es convaincu, si tu te mobilises sur ce que tu vas te donner plutôt que ce que tu vas prendre, c'est plus simple. Si tu vois ton prospect juste comme un carnet de chèques à 2 pattes, évidemment, c'est un peu difficile à envisager de te déranger, de l'appeler pour essayer de. Mais si tu as étudié le sujet, que tu as vu le business du gars, tu as compris où il gagnait de l'argent, tu as compris où tu peux lui faire gagner davantage d'argent, comment tu peux lui donner de la valeur ajoutée, mais c'est beaucoup plus persuasif, c'est beaucoup plus facile à faire et tu vas être beaucoup plus entendu. Et c'est pas la dernière marotte, la prouesse oratoire, la technique style judo pour obliger le gars à choper des rendez-vous. Ça, j'ai fait pendant des années. Il y avait des questions, mais tu chopes des rendez-vous qui n'ont aucun ni queue ni tête. C'est aussi une autre chose que je voudrais dire, c'est aussi prendre le temps. Tu vois, je pense que le temps où on disait l'objectif, c'est juste prendre le rendez-vous, surtout, il ne faut pas argumenter, c'est fini, quoi. Personne ne va t'accueillir juste sans être absolument rassuré que je ne vais pas perdre mon temps. Les gens n'ont pas envie de perdre leur temps. Donc, il faut déjà les rassurer pour leur donner envie de te voir. Puis, autre chose encore, c'est passer à l'action. Je t'assure, moi, j'ai animé je me souviens à l'époque, j'ai souvent animé des sessions de formation prospection où prendre les rendez-vous en direct, en live, dans la salle. Et il y a un truc qui m'a frappé, c'est que je voyais des gens qui faisaient exactement ce que je leur disais. Ils respectaient toute la méthode, ils chopaient des rendez-vous. Je voyais les voisins qui faisaient très moyennement ce que je leur disais. Ils n'y arrivaient pas, très mal. Mais ils chopaient des rendez-vous aussi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'action. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se faire des nœuds dans la tête, il faut appeler, prendre son courage aux deux mains, et on est toujours bien reçu quand c'est authentique, quand c'est préparé, quand c'est respectueux, quoi. Et, dernière chose, je mets ça au-dessus des réseaux sociaux. C'est-à-dire, le téléphone, ça fait peur à tout le monde, donc on compte on ne l'oxe pas, mais tu mets deux commerciaux l'un côté de l'autre, un qui jure que par les réseaux sociaux, l'autre qui jure que par son téléphone, et à la fin du mois, on fait les comptes. Bah, moi, je suis prêt à mettre mon billet que celui qui prend son téléphone, il aura plus de résultats que l'autre. Et alors pour un directeur commercial, il y a toujours la difficulté de fixation des objectifs et notamment des objectifs d'activité, des objectifs de nombre de calls, nombre de rendez-vous pris, etc. Effectivement, on aimerait tous avoir une semaine pour préparer un call, tout connaître du client, sa stratégie, son plan à 5 ans, etc. pour rentrer dans son intimité avant même d'avoir pris le call. Mais on voit que souvent, c'est aussi un moyen pour les équipes de se réfugier derrière la recherche et finalement, on passe une demi-journée à faire des recherches et puis on passe pas un appel. Comment est-ce que les managers qui nous écoutent peuvent travailler sur ce paradoxe qui est on veut en savoir plus, mais il faut quand même garder un rythme. Où est-ce qu'il faut fixer la limite et comment animer ça de façon d'un point de vue managérial pour s'assurer qu'on reste dans l'action et qu'on ne se plonge pas dans les études? Tu as raison pour trouver le juste milieu, mais je veux dire, il y a de la marge entre appeler sans rien savoir de son prospect et débarquer complètement, ou prendre un petit peu de temps pour aller sur Internet, regarder ce que le gars a dit dans la presse, regarder la mission qui est décrite dans l'entreprise, et puis appeler. Voilà, on n'est pas obligé de faire une étude de 5 heures, mais l'intention déjà de préparer, avec tous les outils qui sont à notre portée, ça ne prend pas un temps de dingue, quoi. Ça prend pas un temps de dingue. Et puis, l'excuse de la gestion du temps, je veux dire, moi alors là, je suis un dingue de ça. Tous les gens qui n'ont pas le temps, on n'a qu'à les suivre toute la journée et on va voir à quoi ils passent leur temps, quoi. Je veux dire, il y a une déperdition d'énergie qui est absolument colossale. Euh, euh, Toute ma vie, j'ai milité pour ça. Toute ma vie, j'ai eu envie de lier à mon boulot des activités extra-professionnelles, golf, voyage, etc. Pour y arriver, il faut être efficace.
et on perd un temps de dingue. On se disperse sans arrêt, les réseaux sociaux, les discussions au café, les trucs, machin, et tout ça enveloppé dans ah oui, faut être social, etc. Mais il y a des moments pour tout, quoi. Il y a des moments de sociabilité, puis il y a des moments de concentration. Et les gens se concentrent 30 secondes, et après, je passe à autre chose. C'est pas comme ça qu'on prépare. Donc évidemment, si tu te concentres par séquence de 30 secondes, tu mets 3 jours à préparer ton rendez-vous. Si tu es vraiment focus avec les outils, avec tout ce que nous donne Internet, c'est bon, quoi. Je pense que c'est pas une excuse. Objection rejetée. C'est pas une excuse. Enfin, je veux dire, on a plein de moyens pour préparer consciencieusement ces rendez-vous. Et puis, par ailleurs, je reviens sur la logique du bouquin que j'évoquais tout à l'heure. Donc, parce que je comprends qu'il y a ce genre de prospection, il faut le faire. Mais il y a ce que j'ai voulu mettre aussi en exergue dans le bouquin, c'est un espèce de truc permanent, quoi. Et quand je rencontre tous les jours des nouveaux prospects, sans avoir en tête fatalement le closing immédiat, mais des nouvelles personnes, ça rentre dans mon patrimoine commercial, je l'entretiens avec mes actions de touillage, et les premiers contacts d'aujourd'hui seront mes prospects un peu plus chauds de demain et mes contrats d'après-demain. Il y a une espèce de mécanique, tu vois. Et quelquefois, on est aussi pressé par l'urgence. C'est ce que je dis à la fin du bouquin où j'ai fait le cycle avec le cycle de stress entre le gars qui est hyper stressé parce qu'il n'a rien dans son pipe. Donc d'un seul coup, il téléphone dans tous les sens. Après, il gère ses affaires. Et puis, il est très content, mais il ne prospecte plus. Puis après, et ainsi de suite. Donc, j'ai proposé une alternative. Mais c'est voilà, des gestes réguliers, faits tous les jours, très simples, qui finissent par alimenter et aussi générer des appels entrants, de plus en plus. Donc, oui, il ne faut pas se plonger pendant des heures et des jours dans la préparation. En tout cas, du call. Après, dans la préparation du premier rendez-vous face à un potentiel, là, on peut y passer du temps, parce que c'est là que ça va se jouer. Mais dans les calls, non. Mais il y a de la marge, quoi. Avec tout ce qu'il y a sur Internet, un quart d'heure, ça suffit, quoi. Et encore. Alors, autre sujet d'organisation, on voit beaucoup de sociétés, notamment dans la tech, qui segmentent de plus en plus chaque étape du processus commercial, hein, avec toi, tu as organisé ton livre autour des 3 grandes étapes, hein, de détecter des leads, de les approcher et puis de closer. Même au sein de chacune de ces étapes, on va avoir des fonctions, hein, SDR, BDR, donc des gens qui vont être spécialisés juste sur la qualification d'un contact, d'autres qui vont juste prendre le rendez-vous, d'autres qui vont faire le rendez-vous, voilà, d'autres qui vont être en avant-vente. Qu'est-ce que tu penses de cette hyper-segmentation du processus commercial et quelles sont tes recommandations pour réfléchir à la bonne organisation de prospection? Écoute, j'avoue que je ne sais pas trop. Je ne sais pas quoi te dire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Si c'est fait, c'est que ça doit être efficace, certainement. S'il y a des gens qui sont spécialisés pour générer des leads et me les confier après pour que j'aille les closer, bah, super. Moi, en tant que commercial, j'en accepte l'augure, c'est top. Je serais ravi. Je serais ravi. Moi, ce que j'ai traité dans le bouquin, c'est quand même le commercial autonome ou le chef d'entreprise autonome, parce qu'il y en a beaucoup, ou l'indépendant autonome, ou même, et en essayant un peu de décomplexifier, parce que quelquefois je vois même des ingénieurs grands comptes dans des grands ESN qui font de la vente complexe, n'est-ce pas, et qui sont dans tout un truc, c'est vraiment très complexe, c'est très spécifique, etc. Enfin, moi je suis très modeste, hein, mais j'ai vendu quelques contrats dans ma vie. Les plus importants portaient sur des milliers de personnes à former. Il y avait peut-être en face de moi beaucoup de gens qu'il fallait convaincre. Certains auraient pu dire que c'était une vente complexe. Moi, je ne pense pas que ce soit une vente complexe. C'est à chaque fois, tu as un patron à convaincre, tu as ses collaborateurs à convaincre, et soit tu donnes confiance, soit tu ne donnes pas confiance. Et je trouve que le métier pur de commercial, enfin, moi, je suis un fervent défenseur du sens du commerce dans le commercial. Tu vois, et on perd un peu le sens du commerce. Là, maintenant, ça devient du taylorisme du commercial. Donc, il y a le gars qui prend juste les trucs et qui le qualifie. Puis après, c'est comme dans la banque. Au début, quand j'ai démarré, j'allais dans des boîtes de gestion de patrimoine, il y avait les chasseurs et puis les éleveurs. Tu vois. Alors, l'éleveur, il dit, ah non, mais moi, je suis juste là pour entretenir. Je ne vais pas chercher. Et le chasseur, une fois qu'il a fait son truc, il s'en fout, il balance. C'est des segmentations qui me paraissent peut-être efficaces. Hein, vraiment, là, je vais être très modeste, ça peut très bien marcher. Je trouve qu'on s'éloigne un peu
de la passion commerciale que je peux avoir sur un peu l'autonomie commerciale aussi, de savoir générer mes leads quand je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me générer mes leads, savoir convaincre le gars, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour donner confiance à ma place, puis closer le truc, et puis après le suivre, le fidéliser, lui demander de me présenter à d'autres, etc. Pour moi, le métier commercial, c'est quand même un métier un peu complet. Mais encore une fois, s'il y a des organisations qui le font, c'est que ça doit marcher. Donc, chacun s'y retrouve. Si un commercial a envie de travailler dans un truc où on lui donne des leads et puis il doit faire juste. Tu vois, j'ai l'impression, j'ai Charlie Chaplin quand il me parle de ça. J'ai l'impression qu'il y a le gars qui serre les boulons, puis l'autre qui les met dans le seau. Ça me fait pas rêver, quoi. Voilà. Je pense que le métier commercial, c'est un truc plus large. Voilà. Et effectivement, quand on adresse, et maintenant les clients ont des besoins de plus en plus sophistiqués, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de suivi. Et donc, on voit les populations commerciales finalement se séparer en deux groupes, hein, les groupes de commerciaux à faible valeur ajoutée, essentiellement dans des call centers qui vont progressivement être robotisés. Et puis le deuxième groupe, qui sont des commerciaux qui doivent, eux, gérer une relation, faire un maillage de compte, développer une proposition de valeur pas à pas avec leurs clients, qui correspond tout à fait aux valeurs aux valeurs que tu défends. Si on Alors, parle maintenant peut-être de… si José, pour rebondir juste ce que tu viens de dire, tu es en train de faire la différence entre des gens qui sont au service client et des gens qui sont des commerciaux. Et pour moi, quand je cherche à embaucher un commercial pour développer du business, je ne cherche pas quelqu'un qui est au service client pour répondre, ce qui est très bien, ce qui est très noble, ce qui est très utile, qui est là pour répondre aux questions du client, l'accompagner, etc. C'est une chose. Générer du business, enfin, je veux dire, générer du nouveau business, toute ma carrière, j'ai cherché des mecs qui puissent me générer du business. Toute ma carrière, j'ai donné plus de leads qu'on m'en a donné. Je veux dire, c'est une vraie quête. Et moi, c'est ces gars-là que j'admire et que je recherche. Et ces gars-là, ils n'attendent pas que leur file des leads, quoi. C'est une seconde nature. Ils cherchent du business. Et voilà, pour moi, c'est ça un commercial. C'est un gars qui est capable de générer du nouveau business. Voilà. Le reste, c'est de la spécialisation, c'est de la fonction, c'est de la service client. Pardon, je ne suis peut-être pas très politiquement correct, mais bon, voilà. Sur Amazon, il y a alors déjà, il y a 25 revues déjà qui sont toutes à 5 étoiles, donc bravo. Et puis ça montre la qualité de ton bouquin. Il y a un commentaire qui dit: j'avais besoin de valider que j'étais encore à ma place. Est-ce que tu penses qu'on assiste à un gros découragement des équipes, notamment de chasse, aujourd'hui, peut-être renforcées par l'isolement qu'on a vécu ces derniers mois? Je crois pas. En fait, non. Enfin, c'est pareil, là. J'ai été dans la cuisine de plein de boîtes avec mon métier. J'ai toujours vu des gens découragés. Et puis dans le bureau d'à côté, des gens qui performaient. Et les mecs, ils faisaient le même métier. Ils avaient les mêmes produits à vendre. Des fois, des secteurs très comparables. Souvent le même boss. Puis tu en as un qui performe et puis l'autre qui est découragé. Je veux dire, quelquefois, plus que découragement, c'est quelquefois des gens qui font ce métier par défaut, puis surprise, des coups qu'il faut bosser un peu pour performer, quoi. C'est pas, je pense que c'est vraiment une question d'état d'esprit, quoi. C'est plus que de compétences. Tu mets les deux gars dans le même bureau, il y en a un qui va réussir et l'autre, c'est ce qui se passe entre les deux oreilles, quoi. C'est l'état d'esprit qui compte, quoi. Et alors, c'est quoi l'état d'esprit? Alors, l'état d'esprit, là, je pourrais être long, hein, on a 3 heures. Le premier, je pense, c'est de l'ambition, quoi. Je pense que c'est un sport commercial, c'est un sport. Et certains regardent ça en se pinçant le nez et de façon un peu triviale. Moi, les meilleurs commerciaux que j'ai vus, ils prennent ça comme un sport. C'est un challenge. Je vais te donner un exemple récent. J'ai déjeuné avec un copain là, il y a une semaine. Le gars, il est rentré dans une superbe boîte d'immobilier. Il est rentré en septembre. Il a mis 2-3 mois à comprendre le métier. Et sur toute l'année 2020, c'est le rookie de l'année, dernier arrivé. Il a terminé premier. Donc, chapeau bas, quoi. Donc, évidemment, j'aime bien rencontrer les meilleurs vendeurs. Je lui dis, mais explique-moi, c'est quoi la clé de ta réussite? Et le gars, il me dit, c'est le truc qui cite en premier. Il me dit, j'ai vu que ça marchait bien dans les 3 premiers mois. Je me suis dit, bah, si ça marche bien, il n'y a pas de raison que je ne sois pas le premier.
Il a tout fait pour être pas le deuxième, pas le troisième, le premier. C'est très puéril. Alors, pour l'anecdote, le gars, c'est un ancien champion de golf, mais vraiment champion, pas du dimanche. Il était tour européen, vraiment très, très haut niveau. Et le gars, toute sa vie, il a pensé qu'à une quête, c'est la quête de résultats les meilleurs possibles. Donc, partout où je suis allé, dans le domaine du business, c'est les gars qui ont une ambition. Il faut avoir envie de faire le truc. Après, le deuxième, sur l'état d'esprit, je pense que c'est une quête d'excellence ou une soif d'excellence, une envie d'excellence. Moi, je suis intimement persuadé que c'est vrai pour le commercial et pour tous les métiers. Je pense que ce n'est pas le métier qui compte, c'est la façon dont on le fait. Soit tu choisis, j'utilise le terme choisir à dessein. Soit tu choisis, et pardonnez-moi, ça ne va pas être politiquement correct, la médiocrité, soit tu choisis l'excellence. Si tu choisis l'excellence, ça nécessite après un peu de bosser. Et je fais la distinction entre, attention, ce n'est pas professionnalisme, c'est excellence. J'avais vu un Guy Noès faire une conférence fabuleuse, il parlait du professionnalisme, il disait le professionnalisme, c'est le SMIC du comportement. On ne va pas te donner une médaille parce que tu es professionnel. On va te donner une médaille parce que tu es excellent, parce que tu as eu le réflexe de creuser. Tu vas voir ton banquier, tu poses des questions et il ne sait pas répondre. C'est une douleur pour toi, et c'est une douleur pour lui parce qu'il voit bien dans ton regard que ça ne va pas. En revanche, tu vois le gars qui maîtrise très bien son sujet, qui a été au bout des choses, qui répond à la question derrière la question, c'est un bonheur pour tout le monde. Et il fait son métier de façon. Et donc, dans le domaine commercial, la quête de l'excellence, pas faire ça en surface, c'est, à mon avis, c'est un deuxième truc. Puis après, le troisième, troisième, puis après j'arrête, mais je pense qu'il y a de la persévérance, quoi. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Il y a des gens qui se découragent, comme tu dis, parce qu'ils n'ont pas eu de résultats cette semaine ou le dernier mois. Mais ça, c'est n'importe quoi. Les résultats viennent dans la durée. Persévérance, c'est avoir de l'ambition, puis c'est accepter l'échec. On fait un métier dans le commercial, c'est peut-être un des rares métiers à ça, où l'excellence ne garantit pas le résultat. Tu peux être absolument excellent, mais si ta tête ne me revient pas, je te dirai non. Donc, si tu tombes en dépression à chaque fois, tu es mal barré. Donc, la performance. Bon, après, je pourrais continuer, mais tu veux que je continue ou j'arrête? On arrive au bout de cette demi-heure. Peut-être une dernière. Quel est le moment le plus marquant finalement de ces dernières années que tu as passé à conseiller des grands groupes, des PME dans leur excellence commerciale? Quel est le moment le plus marquant de ces dernières années? Mon moment le plus marquant, mon moment le plus marquant, c'est pour moi à titre personnel, c'est ce que c'est de l'être vivant, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, j'en tire une joie absolument incroyable. Encore une fois, les commentaires qu'on fait, les mots super sympas, tout ça. Vis-à-vis de mes clients, je pense que c'est la fidélité des clients à très long terme. La prise de conscience que tout ça n'est pas compliqué. Par exemple, pour revenir à la prospection, c'est de voir des moments de joie incroyables de stagiaires qui décrochent des rendez-vous qu'ils ne pensaient jamais obtenir juste parce qu'ils font les choses. La compréhension que le pragmatisme, la simplicité sont les meilleures armes commerciales. Je ne suis peut-être pas très original, mais voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup Nicolas. Dans les idées bonus, bien sûr, précipitez-vous sur Amazon pour acheter Left Way Prospect. Également, grand succès de librairie pour toutes les équipes commerciales, tous les managers commerciaux. Le succès d'il y a 4 ans, Lève-toi et vends. Et puis également un autre ouvrage qu'on a sélectionné, Start with No, un ouvrage de Jim Camp, voilà, super bouquin, un bouquin d'un coach de renom de négociation. Voilà. Et écoute, Nicolas, un grand merci. Et puis, on va pouvoir ouvrir maintenant aux questions. Vous pouvez directement aller sur l'interface pour vous connecter, pour poser des questions à Nicolas qui vous répondra en live. Et peut-être, Pablo, tu peux nous donner les premières questions qui arrivent? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Roland. Donc, on a eu quelques questions. La première, Nicolas, comment joindre les prospects dans cette période où beaucoup de décideurs sont en télétravail et pas facile à joindre quand uniquement sur portable? Quand uniquement sur
Portable, mobile. Ah, oui. Alors, encore une fois, j'ai du mal à répondre à ça parce que je ne vais pas refaire le bouquin, mais je ne crois pas à la prospection immédiate d'un seul coup. Je me réveille et je prends mon portable et j'essaie de choper le gars parce que c'est un espèce de process long où il y a d'abord des premiers contacts informels qui sont beaucoup plus simples à obtenir, suivi d'un travail pour rester dans le paysage et enfin d'une prise de rendez-vous, puis ensuite d'une transformation. Alors, cette façon de faire peut paraître dire ouais, le gars, il a le temps, moi, j'ai pas le temps, j'ai besoin de business tout de suite. Mais en fait, ce que j'explique à la fin du bouquin, c'est que ça me paraît beaucoup plus efficace que d'essayer de forcer des rendez-vous. Et surtout, si on prend cette habitude, si on prend cette hygiène commerciale, au bout d'un certain moment, les premiers efforts que j'ai fait au début du cycle, où c'est les premiers contacts informels, ben, deviennent mes premiers contacts à transformer aujourd'hui. Enfin, ça se met en place petit à petit. Donc, il faut faire l'effort pendant 2-3 mois d'accepter cette logique, si on l'accepte, d'y aller par étapes, quoi. Bon, première réponse. Après, deuxième réponse, si vraiment je veux joindre quelqu'un en direct parce que j'ai quelque chose à lui dire, bah, je vais passer par les réseaux sociaux. Et si je n'ai pas son numéro de portable, bah, je vais lui demander son numéro de portable. Parce que ça y est, il y a un truc qui est pas mal, c'est de poser les questions. Et pour qu'il me le donne, je vais lui poser les questions en lui donnant une bonne raison de me parler. Et si, via mon message, je lui donne une bonne raison, pourquoi il ne me le donnerait pas? Par contre, si je lui envoie un truc qui est comparable à toutes les caricatures qu'on reçoit tous sur LinkedIn tous les jours, j'ai évidemment aucune chance qu'il réponde. Merci beaucoup. On aura une autre question, très pratique celle-là. Est-ce qu'on peut recommander votre livre en dehors d'Amazon? Alors, oui, vous pouvez le faire quand je suis en France. Je suis en France 6 mois par an. Donc, en ce moment, je le suis. Donc, si vous m'envoyez un mail, je peux vous l'envoyer en direct. Mais ça vous coûtera un peu plus cher qu'Amazon puisqu'il y aura les frais d'expédition. Le modèle Amazon, c'est qu'il n'y a pas de frais d'expédition. Alors, je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas Amazon. Je suis vraiment navré. Mais c'est pourtant une machine de guerre et c'est comme ça que les gens seront mieux servis. Ils reçoivent. J'ai eu 2 frayeurs cette semaine avec des colissimo qui ont fini par arriver, mais difficilement. Donc avec Amazon, vous êtes sûr d'être servi le plus vite possible. Mais si vous voulez passer par moi en direct, il n'y a aucun problème. Vous m'envoyez un mail et je vous les adresse directement. Super, Vous voyez, je suis merci. sympa, je n'ai pas dit par 10 minimum. Parce qu'on m'en fait. Entendu, merci beaucoup. On aura également 2 autres questions, si on a encore un peu de temps. Comment faire prendre conscience à un commercial qu'il perd son temps? Ah, qui perd son temps. Ouais. Je comprends pas le fond de la question. Qui perd son temps, de quel point de vue? À prendre des... La question m'est posée comme ça, donc je ne peux pas D'accord. étayer dessus, mais j'imagine. Alors, bon, alors, dans Left Event, j'avais fait un truc qui s'appelait tape dans l'azime. L'azime étant la zone d'impact maximum. Et pour pas perdre son temps, il faut taper dans l'azime. Pour pas perdre son temps, il faut distinguer activité et productivité. Il y a des tas de gens qui font beaucoup de bruit, qui bougent, qui brassent du vent, mais qui n'avancent pas sur les bonnes choses. Donc, pour pas perdre son temps, c'est se concentrer le maximum sur les choses qui ont le plus d'impact sur mes résultats. Et taper dans la zime, c'est très simple. Des gens qui savent exactement ce que c'est, et d'autres qui font semblant de ne pas savoir. Et si les gens réfléchissent, ils savent très bien ce que c'est que la zone d'impact maximum. Quelles sont les actions qui me font avancer? C'est identifier mes prospects, leur donner, enfin, je veux dire, on revient sur toutes les mêmes choses. C'est que, par exemple, combien de temps est-ce que je passe à vraiment parler avec des prospects? Je dis parler, parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. Pas derrière son écran à envoyer des mails dans tous les sens, pas compter les posts, les likes sur LinkedIn, à parler. Déjà, si j'augmente ce temps-là, je perds moins mon temps.
Après, s'il faut lui démontrer, la démonstration de quelqu'un perd son temps, c'est quand même les résultats. Hein. Le gars qui vole à 10 000 et qui ramène beaucoup de business, il ne perd pas son temps. Le gars qui ne ramène pas de business, il y a quand même de quoi discuter, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais on l'a interprété, mais c'est ça. Ensuite, on va continuer. Comment contrôler, c'est une question de Marc, comment contrôler sans démotiver son équipe à la prospection? Comment contrôler sans démotiver? Alors, moi je dirais, ça vous paraît un peu paradoxal, mais en étant très exigeant sur les moyens mis en œuvre. Moi, j'ai certainement pas été le meilleur manager du monde, mais quand je me retourne, je ne me souviens pas d'avoir reproché à un de mes collaborateurs d'avoir raté une affaire. Je ne pense pas. Peut-être, hein, mais je ne crois pas. En revanche, j'ai pu être cinglant, vraiment, vis-à-vis de gens qui n'avaient pas préparé correctement, qui n'avaient pas mis les moyens nécessaires pour y arriver, quoi. Donc ça m'excède. Donc, si je veux contrôler sans démotiver, c'est contrôler les choses qui sont utiles pour le gars, quoi. Parce que finalement, petit à petit, si votre contrôle il se fait sur les choses qui sont vraiment utiles, le gars, inévitablement, il s'aperçoit que c'est positif pour lui. Une autre chose aussi, c'est, tu sais, dans les bouquins, tu as cité Start with No, Roland, il y a un autre bouquin de Lego qui fait fureur, c'est Split the Difference, ne jamais couper la poire en deux, de Chris Voss. Et il a une expression, dégager la voie. Ça va penser au manager, c'est dégager la route. C'est, si tu veux pas démotiver tes gars en prospection, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu leur demandes toute la journée qui les écarte de la prospection. Parce que, tu vois, quelquefois, on leur demande tellement de trucs, les priorités changent sans arrêt, c'est comment est-ce qu'on peut dégager du temps pour qu'ils fassent le plus ce que j'attends d'eux. Mais contrôler, je crois que ce n'est pas un gros mot de contrôler. Enfin, je veux dire, quelquefois, on a un peu peur de ça, mais ce n'est pas une faute lourde de vérifier que le gars il consacre suffisamment de temps dans sa journée à prendre son téléphone pour appeler des prospects, à préparer ses rendez-vous, à travailler sa présentation qu'il va faire lorsqu'il va aller voir le fameux prospect. C'est pas une faute lourde de contrôler ça. Et si quelqu'un me reproche ça, toujours pareil, les reproches vis-à-vis du coaching, il y a deux cas de figure. Soit le gars, il est super, amène plein de business, bon bah ok, je peux laisser faire. Soit c'est pas le cas. Et donc là, il y a un sujet. Il faut que les deux soient consentants à chaque fois. Moi, ça a été un de mes grands eureka de ma vie de manager. C'est un jour j'ai compris que il n'y a pas de magie, quoi. Il faut que les deux soient consentants. Si à chaque fois je donne des conseils, j'ai l'impression de lutter, il faut que je vende mes conseils, il faut que j'insiste pour que le gars les mette en œuvre, il y a un truc qui ne va pas là. On inverse un peu les rôles, quoi. Donc, soit le gars est performant, soit il peut faire encore mieux, et là, il accepte mes conseils. Merci beaucoup. Je ne suis pas un terroriste, hein, vraiment, je ne veux pas. N'en doute pas. On va conclure avec une dernière question, rapidement. On a eu beaucoup, donc je suis désolé de ne pas pouvoir tous les citer. Ouais. Quels outils ou astuces pourriez-vous donner pour se conditionner ou s'automotiver à la prospection? Des petites habitudes ou une routine? Alors, prospection, souvent les gens entendent prospection par prise de rendez-vous par téléphone, c'est souvent ça, donc je vais l'interpréter comme ça. Première chose, c'est déjà connaître le gars qu'on appelle. C'est encore une fois, je reviens sur la préparation. Quand j'appelle un nom, j'appelle un Roland Bassenet sur une liste, un peu dur. Si je suis allé sur son profil, j'ai vu la tête qu'il a, déjà c'est un peu mieux. J'ai vu ce qu'il a publié, je comprends un peu comment il fonctionne. J'ai fait quelques touches par LinkedIn où on a échangé un peu, c'est déjà beaucoup plus simple. Bon, première chose. Deuxième chose, c'est me remémorer mes succès passés en prospection. Quand tu as un peu de mal, tu dis j'y vais pas, mais tu te souviens que le mois dernier, tu as chopé 2 contrats parce que tu as eu le courage d'appeler et que ça s'est bien traduit, c'est quand même super. Pour ceux qui sont les plus troisième chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est être absolument conscient de sa valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on va apporter à l'autre? Si je l'appelle juste pour lui prendre et que j'ai l'impression que que c'est artificiel, ça ne va pas. Si j'y vais parce que je sais que je peux lui apporter une valeur ajoutée et que je suis intimement convaincu, j'insiste vraiment sur ce point, parce que quelquefois on oublie ça. Moi, j'étais porteur d'offres
que je faisais offrir par mes collaborateurs, il y a des fois où j'étais stupéfait de voir que les gens n'avaient pas compris la moitié de toute la valeur ajoutée qu'on pouvait avoir avec le truc. Donc, des fois, on reste en surface. C'est vraiment être intimement convaincu de ce qu'on apporte à l'autre. Quand tu as compris ça, bah, tu es quand même beaucoup plus à l'aise pour le vendre. Et puis après, en prospection, je vais vous donner un dernier exemple. Il y a un truc qui peut être marrant, si c'est une astuce psychologique que les gens, la personne qui a posé la question attend, je vais en donner une. C'est ce que j'appelle la méthode des mentors. La méthode des mentors, c'est un truc, c'est se mettre puisque si je suis pas confiant sur moi, bah, je vais prendre quelqu'un d'autre. Et je donne un exemple. C'est des années de ça, mais ça m'a frappé. J'étais dans une banque régionale où je formais les gens à la prospection, qu'ils appellent à l'époque l'ilotage. L'ilotage, c'est ils vont par deux, puis ils vont dans des commerces, et puis bonjour monsieur, et puis ils commencent à, voilà, c'est la prospection un peu physique. Je me souviens, j'ai s'entraîné à ça. Puis il y en avait un dans le groupe. Alors pour tout vous dire, il y a prescription, je peux vous le dire. À l'époque, c'était une banque qui s'appelle la banque Tarnot, qui était dirigée par un personnage très charismatique qui s'appelait Monsieur Jean-Loup Tarnot. Monsieur Jean-Loup. Et lui, c'était la figure régionale, tout le monde le connaît, etc. Et donc, j'ai un stagiaire en face de moi qui, à chaque fois qu'il prend la parole, tremblote et s'imagine pas du tout aller voir les gars, quoi. Et on fait des sketchs ensemble et ça ne pas du tout. Donc, à un moment donné, me vient l'idée de dire, écoute, comment il ferait, monsieur Jean-Loup, pour faire ça? J'ai dit, je vais sortir. Quand je reviens, tu es monsieur Tarnot. Tu te mets dans sa peau, tu me mimes ce qu'il ferait. Mais non, je ne peux pas. Si, mais je ne te donne pas le choix, tu le fais. Je suis sorti, je suis revenu 5 minutes après, il m'a fait le truc. Et d'un seul coup, c'était pas du tout le même. Il avait un autre niveau de discours. Il se mettait dans un autre état d'esprit et il voyait bien que si c'était monsieur Tarnot qui allait voir le prospect, il lui dirait certaines choses, il aurait un certain discours et il ne serait pas sous la moquette. Et rien que ça, bon, ça c'est ce qu'on appelle la méthode des mentors. Si ça vous passionne, si vous avez envie d'en savoir plus, vous allez voir sur YouTube une vidéo de Amy Cuddy, A-M-Y plus loin C-U-D-D-Y. J'ai écrit un bouquin fabuleux là-dessus, il y a une vidéo qui est magnifique, qui s'appelle Fake It Until You Make It, et c'est fabuleux. Et ça, vous allez voir que l'attitude, la posture et la physique et tout ça avant les gestes qui nous stressent nous aident beaucoup. Et bien sur ces belles paroles, Nicolas, fake it until you make it. Et puis j'ai retenu aussi tape dans la zone d'impact maximum, tape dans la ZIM. Aucun doute qu'aujourd'hui, tous nos auditeurs ont bien utilisé leur temps et ont tapé dans la ZIM avec cet entretien, cette masterclass menée de main de maître. Un immense merci, Nicolas, pour ta participation. À tous, précipitez-vous à la FNAC pour lire. Sur Amazon. Sur Amazon pour acheter Left to High Prospect. Ça se lit vraiment ça se boit comme du petit lait. C'est un super ouvrage. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un entretien exceptionnel avec Xavier Gandillot, l'ancien VP Europe de Dell, qui nous parlera de croître sur un marché en berne, et challenger son modèle de vente comme un outil stratégique, un entretien de haute volée qui promet d'être absolument passionnant. Merci encore à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent jeudi et à la semaine prochaine. Merci Nicolas, à bientôt. À bientôt, merci à tous. Au revoir.